Aujourd'hui, les lettres persanes de Montesquieu, lues par le comédien Denis Podalides. Écoutez, révisez, Olivier Gesbert. Figure du siècle des Lumières, Montesquieu ouvre la voie à la littérature d'idées avec ses lettres persanes. Nous sommes au XVIIIe siècle et nombreux sont ceux comme lui qui veulent éclairer leurs contemporains en faisant appel à la raison pour lutter contre les superstitions et les préjugés. La fiction est un bon moyen et les lettres persanes sont un très bel exemple, si ce n'est le meilleur à l'époque, de cette littérature qui sait divertir tout en instruisant ses lecteurs. Publié anonymement en 1721, ce roman épistolaire va connaître un succès immédiat. Avant d'avouer en être l'auteur, Montesquieu prétend dans son introduction être le simple traducteur de la correspondance entre deux Persans en voyage en Occident et leurs proches restés en Perse. Et l'écrivain philosophe multiplie les gages d'authenticité pour rendre crédible son prétexte fictionnel. De Paris à Venise, en passant par Smyrne, nous voilà donc compagnons de route de Rica et Ouzbek pour un voyage de plus de 8 ans. Les deux Persans nous observent et nous racontent les mœurs occidentales, le fonctionnement de la monarchie absolue, le pouvoir de l'Église. Tour à tour, intrigués, amusés ou critiques, très critiques, ils dressent un tableau complet de la société française de l'Ancien Régime. En prêtant sa plume à deux étrangers, Montesquieu déjoue la censure en avançant masqué. En décentrant le regard, l'écrivain permet aussi au lecteur de s'éloigner pour mieux voir. Nous sommes nés dans un royaume florissant, mais nous n'avons pas cru que ces bornes fussent celles de nos connaissances et que la lumière orientale dût seule nous éclairer. Voilà ce qu'écrit l'un des protagonistes, Ouzbek, dans sa première lettre, à son ami Roustan, resté à Ispahan. Les lettres persanes déploient encore d'autres atouts pour nous charmer, et notamment le récit cadre de l'intrigue, celle du sérail. L'Orient à l'époque fascine, merveille de l'ailleurs, exotisme fantasmé, plaisir et sensualité racontée suscitent un véritable engouement en Occident. L'orientalisme est à la mode depuis la traduction des Mille et une nuits d'Antoine Galland et rappelle Bajazet de Racine. L'intrigue, c'est aussi des lettres de femmes, et sur les femmes, au fil d'une correspondance triangulaire entre Ouzbek, ses esclaves et ses favorites. On y découvre ou on retrouve le sérail, ce lieu clos au parfum d'érotisme, gardé par des eunuques, des figures à la fois repoussantes et fascinantes. Un lieu où les complots, les jalousies, les haines ou les complicités semblent exacerbées, mais un lieu aussi qui ressemble étrangement à la cour des rois en Occident. Miroir, miroir, Montesquieu nous le tend. Écoutez, révisez, on ouvre tout de suite cette lecture avec la lettre 7, écrite par Fatmé à Ouzbek. Son titre, Être favorite au sérail. Ces quelques lettres persanes de Montesquieu vous sont lues aujourd'hui par Denis Podalides de la Comédie Française, comédien confiné. Lettre 7. Fatmé à Ouzbek, à Erzurum. Il y a 2 mois que tu es parti, mon cher Ouzbek, et dans l'abattement où je suis, je ne puis pas me le persuader encore. Je cours tout le sérail comme si tu y étais. Je ne suis point désabusé. Que veux-tu que devienne une femme qui t'aime, qui était accoutumée à te tenir dans ses bras, qui n'était occupée que du soin de te donner des preuves de sa tendresse, libre par l'avantage de sa naissance, esclave par la violence de son amour? Quand je t'épousai, mes yeux n'avaient point encore vu le visage d'un homme. Tu es le seul dont la vue m'ait été permise, car je ne compte point au rang des hommes ces eunuques affreux dont la moindre imperfection est de n'être point des hommes. Quand je compare la beauté de ton visage avec la difformité du leur, je ne puis m'empêcher de m'estimer heureuse. Mon imagination ne me fournit point d'idées plus ravissantes que les charmes enchanteurs de ta personne. Je te le jure, Ouzbek, quand il me serait permis de sortir de ce lieu où je suis enfermé par la nécessité de ma condition, quand je pourrais me dérober à la garde qui m'environne, quand il me serait permis de choisir parmi tous les hommes qui vivent dans cette capitale des nations, Ouzbek, je te le jure, je ne choisirais que toi. Il ne peut y avoir que toi dans le monde qui mérite d'être aimé.
Ne pense pas que ton absence m'ait fait négliger une beauté qui t'est chère. Quoique je ne doive être vu de personne, et que les ornements dont je me pare soient inutiles à ton bonheur, je cherche cependant à m'entretenir dans l'habitude de plaire. Je ne me couche point que je ne sois parfumé des essences les plus délicieuses. Je me rappelle ce temps heureux où tu venais dans mes bras. Un songe flatteur qui me séduit me montre ce cher objet de mon amour. Mon imagination se perd dans ses désirs, comme elle se flatte dans ses espérances. Je pense quelquefois que, dégoûté d'un pénible voyage, tu vas revenir à nous. La nuit se passe dans des songes qui n'appartiennent ni à la veille, ni au sommeil. Je te cherche à mes côtés, et il me semble que tu me fuis. Enfin, le feu qui me dévore dissipe lui-même ses enchantements et rappelle mes esprits. Je me trouve pour lors si animé. Tu ne le croirais pas, Ouzbek. Il est impossible de vivre dans cet état. Le feu coule dans mes veines. Que ne puis-je t'exprimer ce que je sens si bien, et comment sens-je si bien ce que je ne puis t'exprimer? Dans ces moments, Ouzbek, je donnerais l'empire du monde pour un seul de tes baisers. Qu'une femme est malheureuse d'avoir des désirs si violents, lorsqu'elle est privée de celui qui peut seul les satisfaire, que, livrée à elle-même, n'ayant rien qui puisse la distraire, il faut qu'elle vive dans l'habitude des soupirs et dans la fureur d'une passion irritée, que, bien loin d'être heureuse, elle n'a pas même l'avantage de servir à la félicité d'un autre, ornement inutile d'un sérail, gardé pour l'honneur et non pas pour le bonheur de son époux. Vous êtes bien cruels, vous autres hommes. Vous êtes charmés que nous ayons des désirs que nous ne puissions pas satisfaire. Vous nous traitez comme si nous étions insensibles, et vous seriez bien fâchés que nous le fussions. Vous croyez que nos désirs, si longtemps mortifiés, seront irrités à votre vue. Il y a de la peine à se faire aimer. Il est plus court d'obtenir de notre tempérament ce que vous n'osez espérer de votre mérite. Adieu, mon cher Ouzbek, adieu. Compte que je ne vis que pour t'adorer. Mon âme est toute pleine de toi, et ton absence, bien loin de te faire oublier, animerait mon amour s'il pouvait devenir plus violent. Du sérail d'Ispahan, le 12 de la lune de Rébiab, 1, 1711. Lettre 26, Ouzbek à Roxane, au sérail d'Ispahan. Que vous êtes heureuse, Roxane, d'être dans le doux pays de Perse, et non pas dans ces climats empoisonnés où l'on ne connaît ni la pudeur ni la vertu. Que vous êtes heureuse. Vous vivez dans mon sérail comme dans le séjour de l'innocence, inaccessible aux attentats de tous les humains. Vous vous trouvez avec joie dans une heureuse impuissance de faillir. Jamais homme ne vous a souillé de ses regards lascifs. Votre beau-père même, dans la liberté des festins, n'a jamais vu votre belle bouche. Vous n'avez jamais manqué de vous attacher un bandeau sacré pour la couvrir. Heureuse Roxane, quand vous avez été à la campagne, vous avez toujours eu des eunuques qui ont marché devant vous pour donner la mort à tous les téméraires qui n'ont pas fui votre vue. Moi-même, à qui le ciel vous a donné pour faire mon bonheur, quelle peine n'ai-je pas eue pour me rendre maître de ce trésor que vous défendiez avec tant de constance. Quel chagrin pour moi, dans les premiers jours de notre mariage, de ne pas vous voir, et quelle impatience quand je vous eus vu. Vous ne la satisfaisiez pourtant pas. Vous l'irritiez, au contraire, par les refus obstinés d'une pudeur alarmée. Vous me confondiez avec tous ces hommes à qui vous vous cachez sans cesse. Vous souvient-il de ce jour où je vous perdis parmi vos esclaves, qui me trahirent et vous dérobèrent à mes recherches? Vous souvient-il de cet autre où, voyant vos larmes impuissantes, vous employâtes l'autorité de votre mère pour arrêter les fureurs de mon amour? Vous souvient-il, lorsque toutes les ressources vous manquèrent, de celles que vous trouvâtes dans votre courage? Vous mîtes le poignard à la main et menaçâtes d'immoler un époux qui vous aimait,
s'il continuait à exiger de vous ce que vous chérissiez plus que votre époux même. 2 mois se passèrent dans ce combat de l'amour et de la vertu. Vous poussâtes trop loin vos chastes scrupules. Vous ne vous rendîtes pas même après avoir été vaincu. Vous défendîtes jusqu'à la dernière extrémité une virginité mourante. Vous me regardâtes comme un ennemi qui vous avait fait un outrage, non pas comme un époux qui vous avait aimé. Vous fûtes plus de 3 mois que vous n'osiez me regarder sans rougir. Votre air confus semblait me reprocher l'avantage que j'avais pris. Je n'avais pas même une possession tranquille. Vous me dérobiez tout ce que vous pouviez de ces charmes et de ces grâces, et j'étais enivré des plus grandes faveurs, sans avoir obtenu les moindres. Si vous aviez été élevé dans ce pays-ci, vous n'auriez pas été si troublé. Les femmes y ont perdu toute retenue. Elles se présentent devant les hommes à visage découvert, comme si elles voulaient demander leur défaite. Elles les cherchent de leur regard, elles les voient dans les mosquées, les promenades, chez elles même. L'usage de se faire servir par des eunuques leur est inconnu. Au lieu de cette noble simplicité et de cette aimable pudeur qui règne parmi vous, on voit une impudence brutale à laquelle il est impossible de s'accoutumer. Oui, Roxane, si vous étiez ici, vous vous sentiriez outragé dans l'affreuse ignominie où votre sexe est descendu. Vous fuiriez ces abominables lieux, et vous soupireriez pour cette douce retraite, où vous trouvez l'innocence, où vous êtes sûr de vous-même, où nul péril ne vous fait trembler, où enfin vous pouvez m'aimer sans craindre de perdre jamais l'amour que vous me devez. Quand vous relevez l'éclat de votre teint par les plus belles couleurs, quand vous vous parfumez tout le corps des essences les plus précieuses, quand vous vous parez de vos plus beaux habits, quand vous cherchez à vous distinguer de vos compagnes par les grâces de la danse et par la douceur de votre chant, que vous combattez gracieusement avec elles de charme, de douceur et d'enjouement, je ne puis pas m'imaginer que vous ayez d'autre objet que celui de me plaire. Et quand je vous vois rougir modestement, que vos regards cherchent les miens, que vous vous insinuez dans mon cœur par des paroles douces et flatteuses, je ne saurais, Roxane, douter de votre amour. Mais que puis-je penser des femmes d'Europe? L'art de composer leur teint, les ornements dont elles se parent, les soins qu'elles prennent de leur personne, le désir continuel de plaire qui les occupe, sont autant de tâches faites à leur vertu et d'outrages à leurs époux. Ce n'est pas, Roxane, que je pense qu'elle pousse l'attentat aussi loin qu'une pareille conduite devrait le faire croire, et qu'elle porte la débauche à cet excès horrible qui fait frémir de violer absolument la foi conjugale. Il y a bien peu de femmes assez abandonnées pour porter le crime si loin. Elles portent toutes dans leur cœur un certain caractère de vertu qui y est gravé, que la naissance donne et que l'éducation affaiblit, mais ne détruit pas. Elles peuvent bien se relâcher des devoirs extérieurs que la pudeur exige, mais quand il s'agit de faire les derniers pas, la nature se révolte. Aussi, quand nous vous enfermons si étroitement, que nous vous faisons garder par tant d'esclaves, que nous gênons si fort vos désirs lorsqu'ils volent trop loin, ce n'est pas que nous craignons la dernière infidélité, mais c'est que nous savons que la pureté ne saurait être trop grande et que la moindre tache peut la corrompre. Je vous plains, Roxane. Votre chasteté, si longtemps éprouvée, méritait un époux qui ne vous eût jamais quitté et qui pût lui-même réprimer les désirs que votre seule vertu sait soumettre. De Paris, le 7 de la lune de Régeb, 1712. Tes femmes se sont imaginées que ton départ leur laissait une impunité entière. Il se passe ici des choses horribles. Je tremble moi-même au cruel récit que je vais te faire. Zélis, allant il y a quelques jours à la mosquée, laissa tomber son voile et parut presque à visage découvert devant tout le peuple. J'ai trouvé Zaki couché avec une de ses esclaves, chose si défendue par les lois du sérail.
J'ai surpris, par le plus grand hasard du monde, une lettre que je t'envoie. Je n'ai jamais pu découvrir à qui elle était adressée. Hier au soir, un jeune garçon fut trouvé dans le jardin du sérail et il se sauva par-dessus les murailles. Ajoute à cela ce qui n'est pas parvenu à ma connaissance, car sûrement tu es trahi. J'attends tes ordres et, jusqu'à l'heureux moment que je les recevrai, je vais être dans une situation mortelle. Mais si tu ne mets toutes ces femmes à ma discrétion, je ne te réponds d'aucune d'elles, et j'aurai tous les jours des nouvelles aussi tristes à te mander. Du sérail d'Ispahan, le 1er de la lune de Régeb, 1717. Lettre 148. Ouzbek au premier eunuque. Au sérail d'Ispahan. Recevez par cette lettre un pouvoir sans borne sur tout le sérail. Commandez avec autant d'autorité que moi-même. Que la crainte et la terreur marchent avec vous. Courez d'appartement en appartement, portez les punitions et les châtiments. Que tout vive dans la consternation, que tout fonde en larmes devant vous. Interrogez tout le sérail, commencez par les esclaves, n'épargnez pas mon amour, que tout subisse votre tribunal redoutable, mettez au jour les secrets les plus cachés, purifiez ce lieu infâme, et faites-y rentrer la vertu bannie. Car, dès ce moment, je mets sur votre tête les moindres fautes qui se commettront. Je soupçonne Zélis d'être celle à qui la lettre que vous avez surprise s'adressait. Examinez cela avec des yeux de lynx. De le 11 de la lune de Zilagé, 1718. Lettre 154. Ouzbek à ses femmes. Au sérail d'Ispahan. Puisse cette lettre être comme la foudre qui tombe au milieu des éclairs et des tempêtes. Solim est votre premier eunuque, non pas pour vous garder, mais pour vous punir. Que tout le sérail s'abaisse devant lui. Il doit juger vos actions passées et, pour l'avenir, il vous fera vivre sous un joug si rigoureux que vous regretterez votre liberté, si vous ne regrettez pas votre vertu. De Paris, le 4 de la lune de Chaban, 1719. Lettre 161. Roxane à Ouzbek, à Paris. Oui, je t'ai trompé. J'ai séduit tes eunuques. Je me suis joué de ta jalousie. Et j'ai su de ton affreux sérail faire un lieu de délices et de plaisir. Je vais mourir. Le poison va couler dans mes veines. Car que ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus? Je meurs, mais mon ombre s'envole bien accompagnée. Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices? Que, pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d'affliger tous mes désirs? Non, j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. Tu devrais me rendre grâces encore du sacrifice que je t'ai fait, de ce que je me suis abaissé jusqu'à te paraître fidèle, de ce que j'ai lâchement gardé dans mon cœur, ce que j'aurais dû faire paraître à toute la terre, enfin de ce que j'ai profané la vertu, en souffrant qu'on appelât de ce nom ma soumission à tes fantaisies. Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports de l'amour. Si tu m'avais bien connu, tu y aurais trouvé toute la violence de la haine. Mais tu as eu longtemps l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien t'était soumis. Nous étions tous deux heureux. Tu me croyais trompé, et je te trompais. Ce langage, sans doute, te paraît nouveau.
Serait-il possible qu'après t'avoir accablé de douleur, je te forçasse encore d'admirer mon courage? Mais c'en est fait. Le poison me consume. Ma force m'abandonne. La plume me tombe des mains. Je sens affaiblir jusqu'à ma haine. Je me meurs. Du sérail disparant, le 8 de la lune de Rébiab, 1, 1720. Lecture des lettres persanes signées aujourd'hui Denis Podalides. France Culture. Écoutez, révisez les grands textes du patrimoine littéraire. Rien ne va plus au sérail. Depuis que Ouzbek est parti, les drames s'accumulent. Infidélité des épouses, désirs inassouvis, plaintes des eunuques, révoltes, suicides et même assassinats. Les passions violentes se déchaînent et structurent le récit. L'analyse de texte maintenant des professeurs de l'éducation nationale. Les lettres persanes de Montesquieu sont, pour mémoire, au programme du baccalauréat de français cette année. Lieu clos et étroitement surveillé, le sérail se donne à lire et à voir comme une prison dans laquelle les épouses d'Ouzbek languissent. Ne vivant que pour plaire à leur maître, les femmes telles Zaki et Fatmé sont d'abord livrées à un désir qui les torture dès lors que leur époux s'est absenté. Dans l'absence, les souvenirs deviennent soupirs. Fatmé réaffirme son amour, elle jure une fidélité sans faille à Ouzbek, à qui elle dit ne vivre que pour l'adorer. Dans une analepse, elle évoque un passé idéalisé. La séparation attise encore plus son désir, le rend plus ardent. « Le feu coule dans mes veines », lui écrit-elle. Sous la plume de Montesquieu, la femme orientale se montre passionnée, en proie à ses désirs violents. Enfermée dans un harem, gardée par des eunuques par nature impuissants, elle n'a aucune liberté et devient, qui plus est, esclave par la violence de son amour. Sur cette prison dorée, dont les portes fatales ne s'ouvrent que pour lui, règne un seul maître et par délégation ses eunuques. Dans la lettre 2 qu'il adresse au premier eunuque noir, Ouzbek rappelle à son serviteur l'importance de ses responsabilités. Il le flatte habilement en le présentant comme le gardien de l'ordre et de la vertu au sein du sérail. « Tu es le fléau du vice et la colonne de la fidélité », écrit Montesquieu. Mais dès la lettre 6, l'assurance du maître semble vaciller. Ouzbek s'adresse cette fois à son ami Nessir et le ton change. Il lui confie son mal du pays, mais également son angoisse et surtout la jalousie secrète qui le dévore. Ces femmes sont laissées à elles-mêmes, sous la garde d'esclaves lâches et peu fidèles. Il semble anticiper le déferlement tragique des dernières lettres lorsqu'il rappellera à l'ordre ces femmes souhaitant que la foudre s'abatte sur le sérail. Au-delà des fantasmes, la triste réalité. La description de la vie d'un sérail permet à l'auteur d'ouvrir une réflexion plus large et plus grave sur la domination masculine et la condition des femmes séquestrées, oppressées, sujettes aux interdits les plus stricts. Dans les dernières lettres, le sérail n'est plus que le théâtre de mensonges et de manipulations. Aveuglé par son pouvoir, Ouzbek a été dupé par sa favorite, Roxane, cette épouse qui devait s'estimer heureuse d'être dans le doux pays de Perse, au lieu de ces climats empoisonnés où l'on ne connaît ni la pudeur ni la vertu. Dans cette correspondance, on comprend qu'elle a longtemps tenté de lui résister, essayant même de le poignarder. Mais lui, aveuglé par son amour, ne voit pas ce qui est en train de se jouer en son absence. Roxane est bien décidée à s'affranchir du despotisme de son époux. Elle le hait, elle va choisir de s'émanciper dans le mensonge. « Oui, je t'ai trompé, écrit-elle. J'ai séduit tes eunuques, je me suis jouée de ta jalousie, et j'ai su de ton affreux sérail faire un lieu de délices et de plaisir. Tu me croyais trompé, ajoute-t-elle, et je te trompais, lui avoue-t-elle. Héroïne tragique, sa liberté a un prix. Roxane meurt, certes, mais maîtresse d'elle-même. Et c'est un nouveau visage de Ouzbek que nous dévoile cette femme dans ses dernières lettres, celui d'un homme aveuglé par son désir et par l'ivresse du pouvoir. Philosophe éclairé loin de chez lui et tirant dans son sérail, cette dualité d'Ouzbek reste surprenante. Que penser aussi du silence du maître dans lequel nous laisse un tel épilogue? La déchéance de son sérail est-elle le signe de sa propre perte?
C'est au lecteur de se faire sa propre idée et tirer la conclusion, voire la morale de cette espèce de roman, comme l'a qualifié l'auteur. Et maintenant, tous à vos livres. Merci à Denis Podalides pour cette lecture des lettres persanes. Sur franceculture.fr, vous pouvez aussi retrouver Le Sociétaire de la Comédie Française pour d'autres lectures confinées, Malone meurt de Samuel Beckett ou encore Le Savon de Francis Ponge, face caméra, dans son salon, une réalisation de Camille Renard. La comédie continue. Sur son site, la Comédie Française vous propose également chaque soir une pièce à voir. Ce mardi, La vie de Galilée de Bertolt Brecht, mise en scène par Antoine Vitez, une captation du début des années 90. Écoutez, révisez, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale, le temps d'un confinement. Un grand merci aux inspecteurs généraux et professeurs qui ont supervisé et préparé cette émission. Aujourd'hui, Patrick Laudet avec Laetitia Comès. Mise en onde, Lydia Portis-Guérin. Lecture ou choix d'archives, coordonné par Blandine Masson, réalisé par Sophie Aude-Picon avec Mathieu Tourin à la technique. Merci enfin à Laura Dutèche-Pérez pour son aide. Sur franceculture.fr, vous pouvez également nous retrouver en podcast. Merci à vous pour vos messages et à demain.